Des cœurs battent dans la chambre de Lola Cam. Des cœurs de femmes mortes. Le premier est de satin bleu. C'est celui de sa mère. Le plus douloureux. Elle n'y touche jamais. 5 cœurs palpitent sur une étagère. Le deuxième, celui de sa grand-mère Rosa, est un prêt de velours traversé par un bourrelet de fil rose, doux comme une cicatrice. Lola le sort parfois pour le respirer, lui répéter la même phrase, como el camino así de grande te quiero, Gaia Rosa. Des cœurs de tissu, gros des secrets des mers, hantent les nuits de Lola Cam. Des cœurs de femmes battent dans la vieille armoire de Lola. Il raconte une histoire qui a commencé il y a plus d'1 siècle en Espagne, du côté de Malaga, là où la coutume voulait que les filles aînées héritent du cœur cousu de leur mère morte. Les femmes de cette famille n'avaient pas grand-chose à s'offrir. Pas de terre, pas de maison, pas de bijoux. Mais elles savaient tout écrire. Elles s'enseignaient ça de mère en fille. Et leur cœur débordait de secrets. Un cœur bien rempli est-il le signe d'une vie riche? Écrit-on davantage quand on a aimé, quand on a vécu intensément, quand on a voyagé? C'est étrange de savoir ces cœurs tranquilles au fond d'une armoire bretonne, inviolés, pleins de vie émiettée, des cœurs déplacés, exilés, défendus par un dérisoire verrou de fil. Des cœurs où nul n'est jamais allé fourrer son nez, car on dit que le cœur d'une mère ne doit pas être ouvert, sinon malédiction. Par superstition ou par respect, les Espagnols se plient à cet interdit et les cœurs ne sont jamais ouverts. Lola se demande si elle est faite de cette histoire familiale qu'ils contiennent et qu'elle ignore, si le sang des fables coule de génération en génération, s'il nous irrigue de terreurs fauves et de peines qui ne nous appartiennent pas, mais agitent nos profondeurs. Sommes-nous écrits par ceux qui nous ont précédés? Il faudrait ouvrir ses cœurs pour le savoir. Des cœurs lourds du secret des mers. Nous voilà repartis dans le conte. Et à un moment donné, Antoine Gallimard, à ce moment-là, m'a dit « Mais vous êtes dans le merveilleux, et le merveilleux, vous le situez au 19e siècle, vous le situez en Espagne, vous le situez en Algérie, vous le situez au 12e siècle. Est-ce que vous pensez qu'un jour, vous arriverez à faire germer du merveilleux aujourd'hui ?» Et ça m'est resté en tête. Et je me suis dit « Mais où faire germer des roses fauves ? Où faire germer du merveilleux ? En terre bretonne. J'aime bien, moi, les failles. Vous voyez, j'aime bien, la personne qui boite, enfin, je sais pas comment expliquer. Pour moi, c'est déjà quelque part une faille. Je suis tombée amoureuse de mon mari parce qu'il était plein de tics. Non, mais vous voyez, c'est-à-dire que je me disais, il a une faille, quoi. Il y a quelque chose, il est pas tout lisse comme ça. Et c'est vrai que là, dans ce petit jardin, donc le mur du fond donne sur le cimetière. Et un jour, mon personnage qui s'appelle Lola Cam, donc la boiteuse, voilà, le Cam. Donc Cam, c'est son côté breton, son côté boiteux. Et Lola, c'est son côté espagnol, parce que Lola, c'est le diminutif de Dolores. Il n'y a que les Espagnols pour faire des trucs pareils, quand même. Hein. Bon, ils appellent leur fille Dolores, Soledad. Enfin, bon, c'est des trucs quand même un peu lourds. Mais Lola, c'est très joli. Sol aussi, c'est très joli comme diminutif. Donc, Lola Cam
elle est très, très seule, mais elle aime bien sa solitude. Ce qu'elle apprécie plus que tout, en fait, c'est son jardin. Elle a besoin de rien d'autre. Dans son portefeuille, elle a que des photos de radis et de roses. Mais elle se sent très bien comme ça. Et un jour, dans le mur du fond, en fait, il y a une faille. Enfin, elle ne l'avait pas remarquée. Puis elle le remarque, elle remarque cette faille. Et un jour, il y a un petit vent comme ça qui arrive du mur du fond, du cimetière qui est derrière. Et ça la dérange, ça la bouscule, ça la fait basculer dans une sorte de doute. Parce qu'elle se sent très bien comme elle est dans son jardin. Mais là, tout d'un coup, ce petit courant d'air la perturbe et s'immisce en elle. Et elle se demande si elle a choisi sa solitude vraiment. C'est juste ça qu'elle veut savoir. Est-ce qu'elle a eu le choix ? Est-ce qu'elle n'est pas dans ce petit jardin parce que son père, depuis toujours, lui a dit qu'elle était boiteuse, qu'elle était laide, qu'elle était infirme, et qu'elle n'a jamais réussi finalement à se désirer ni à désirer quoi que ce soit, qu'elle n'a jamais réussi à s'imaginer une histoire d'amour, qu'elle n'a jamais réussi, et donc elle est restée. Et est-ce que ce jardin, finalement, n'est pas une sorte de carapace ? Et elle se pose la question. Et ça, elle s'était jamais posé cette question. Et le fait de se poser cette question, tout d'un coup, ça l'inquiète. Et le vent continue, et plus fort, et elle déteste que les choses soient dérangée et elle entend les portes claquer chez elle parce qu'elle vit au-dessus de la poste et elle entend les portes claquer, elle déteste les portes qui claquent, c'est pas du tout dans son univers, c'est quelqu'un qui son jardin il est parfait quoi. Vous voyez, il n'y a rien qui traîne, donc elle monte vraiment très très vite dans sa chambre à coucher parce que la porte claque, et là dans sa chambre à coucher il y a une énorme armoire de noces bretonne, son héritage paternel, et la porte de l'armoire bat. Donc elle se dit, le miroir qui, en plus il y a un miroir au centre, et va s'abîmer, va se briser. Et là elle voit qu'à l'intérieur de sa fameuse armoire où il y a les cœurs cousus de son héritage maternel, il y a un des cœurs, le blanc, celui qui a un parfum de jardin, qui est déchiré, et que tous les petits bouts de papier que l'aïeul a fourré dedans sont répandus sur l'étagère. Elle n'est jamais allée voir, quoi, ces petits bouts de papier. Mais là, ils sont là et ils s'agitent comme des petits papillons dans le... Et là, elle referme l'armoire. Et elle ne sait plus quoi faire. Et elle ne sait plus si, oui ou non, elle a le droit, dans ce cas-là, de lire les confidences de son aïeul. Tu es de cette tradition du conte, en fait, où, à travers une belle histoire, tu nous aides à grandir, tu nous aides à nous construire. Merci. Ça vient d'où, ça ? Ah alors là, il y en a qui me connaissent et qui savent, hein, ça vient de ma grand-mère. Hein. Non, mais il y a plein d'auteurs qui disent « Ah, ça vient de ma grand-mère », mais c'est vrai. Enfin, moi, ça me vient vraiment... Moi, je pense que les grands-mères et les grands-pères sont une sorte de... ils sont là... Ils sont la force de l'imaginaire. Ils sont et ils ont un vrai rôle important, mais très important à jouer, quoi, vraiment. Et beaucoup s'en emparent, beaucoup le font, beaucoup racontent, beaucoup... Il y a quelque chose d'un peu magique avec la relation avec grands-parents et petits-enfants. Bon, moi, ma grand-mère, elle était très jeune parce qu'en fait, elle a fait des enfants très jeunes, et puis après, mon père a fait des enfants assez jeunes aussi. Donc, du coup, j'avais une grand-mère plus jeune, tu meurs. C'était pas possible, mais ceci dit, c'était quand même ma grand-mère. Et elle vivait dans une pièce unique. C'était notre grand-mère, puisque mon frère est là. Et elle vivait dans une pièce unique, 36 boulevard du Montparnasse, où il y avait, il devait y avoir 16 mètres carrés. Elle est arrivée d'Algérie en 1950. Avant la guerre d'Algérie. Elle est arrivée d'Algérie parce que mon grand-père était le meilleur soudeur d'Oranie. Et il a été engagé, et ça a un lien finalement, il a été engagé au PTT. Donc ça a un lien. Et il tirait des fils. Donc ça a un lien aussi, quand on y pense finalement. Et il soudait, tout machin, enfin c'était... Et ma grand-mère, donc elle était dans cette pièce-là, et elle m'a élevée vraiment en partie dans cette pièce-là. Et elle était extraordinaire, une cuisinière extraordinaire. Et tout le bassin méditerranéen. Il y avait le couscous, la paella, les migas, les cornes de gazelle, les mantecao, les oreillettes, les beignets italiens. Il y avait... Et elle en avait tout le temps pour moi. Et elle racontait des histoires. Et elle guérissait les gens avec des prières qui n'étaient jamais écrites,
Alors elle faisait carne cortada, elle faisait pour les chairs brûlées. Elle savait faire aussi pour le soleil dans la tête, mais ça c'était les insolations, c'était pas très utile à Paris. Elle savait faire le mauvais œil, les verrues. Elle savait faire voilà, des tas de choses comme ça. Et tout ça, c'était de l'oralité. Et elle me racontait des histoires. Et toute cette oralité, c'était doublement de l'oralité parce qu'elle me racontait des histoires et elle me donnait des choses délicieuses à manger en me racontant ces histoires. Donc j'avais tout. Et les parfums dans cette pièce unique qui était sa chambre, sa salle à manger, mais qui finalement était surtout sa cuisine. C'était génial, j'adorais être là. Et c'était la première de sa lignée à savoir écrire. Elle en était très très fière, elle avait son certificat d'études et elle savait écrire. Et elle était cette charnière entre un monde oral qui avait raconté des histoires de mère en fille depuis des générations, qui se racontaient, qui s'étaient passé ces prières qui devaient jamais être écrites en espagnol pour guérir. Et puis elle savait écrire. Et elle, son rêve, c'était que j'écrive. Vous voyez, elle voulait pas que j'apprenne la cuisine. Elle voulait que je mange et que j'écrive. Que je sois bonne à l'école et que j'écrive. Pour elle, c'était super important. C'était ça le truc. Et elle croyait des tas de choses. Donc j'ai été élevée dans un monde absolument merveilleux. C'est une chance incroyable que j'ai eue. Mais j'y croyais pas forcément. Hein. Mais par exemple, les gens étaient convaincus qu'elle avait un don et que aux enterrements, elle savait qui serait le prochain. Donc tout le monde l'évitait aux enterrements parce qu'elle disait oh t'as vu machin il a vraiment mauvaise mine. Et alors là c'était fichu. C'était sûr la personne, donc tout le monde l'évitait. Et moi elle était sûre parce que quand j'ai commencé à écrire Le cœur cousu, donc c'est l'histoire de mon aïeul qu'elle m'avait raconté mais que j'ai complètement romancé et tout machin. Je suis allée, quand elle était à la retraite, en fait, elle est allée à Marciargues, du côté de Lunel, dans le sud, parce qu'il y avait une pompe à eau dans la cour qui ressemblait à la pompe à eau qu'elle avait avant. Donc elle a flashé sur la pompe à eau. Donc toute la journée, elle pompait. C'était pas un Shadok, hein, mais elle pompait de l'eau. Et quand je suis allée un été, je me rappelle que j'étais en train d'écrire Le cœur cousu. Et j'avais beaucoup de cauchemars, des terreurs nocturnes en fait. Je voyais une femme. Bon, c'était souvent en fait, je me réveillais, je hurlais, et puis je la voyais dans la pièce dans laquelle je m'étais endormie. C'est une terreur nocturne d'enfant vraiment. Vous savez quand vous vous réveillez dans l'endroit où vous êtes, il y a quelque chose. Et souvent c'est le porte-manteau, mais il y a quelque chose. Et donc elle m'a dit, ta mère, elle m'a dit. Tu sais, elle est gentille, Frasquita Carrasco. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce que t'écris sur elle en ce moment. Je dis, oui. Elle me dit, tu as le don. Ah, j'ai dit, mais quel don? Tu peux voir les morts. Elle me dit, c'est beaucoup mieux que le mien. Moi, je vois ceux qui vont venir, mais toi, tu vois ceux qui sont déjà morts. Et elle m'a dit, non, mais c'est ça, tu vois les morts. T'as de la chance. Je dis super. Et elle m'a dit, elle est gentille, Frasquita Carrasco, tu écris sur elle vient te voir. Je dis, mais si elle est si gentille que ça, pourquoi la première fois elle était comme ça, penchée sur moi au-dessus du lit? Et elle me dit, parce qu'elle te connaissait pas. Elle voulait regarder à quoi tu ressembles. Et j'ai dit, mais oui, si tu veux. Et elle m'a dit, mais là, elle commence à partir, c'est sûr. Je dis, oui, c'est vrai, elle est plus vers la porte. Elle m'a dit, attention, la prochaine fois que tu la vois, dis-lui, qui que tu sois, as-tu besoin de moi? Je dis, mais comment veux-tu que je lui dise ça, mémé? Je veux dire, je crie. Et alors, c'était drôle parce que le soir même, ma grand-mère, en plein milieu de la nuit, tic, 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 tic. Je la vois, je fais, qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que je peux dormir avec toi? Donc elle rêvait de voir les morts. Mais voyez, voilà, c'était cet univers à la fois
magnifique et poétique. Après, on y croit, on n'y croit pas, peu importe. Hein. Moi, j'étais pas sûre d'y croire. Je suis toujours pas sûre d'y croire. N'empêche qu'à chaque fois que j'ai quelque chose d'important, je vais 36 boulevard du Montparnasse. Et je me débrouille pour entrer. Et dans le hall, je demande à ma grand-mère, Mémé, s'il te plaît, aide-moi. Donc même si j'y crois pas, quelque part, il y a quelque chose qui reste. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça reste à travers l'écriture. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Carole, tu nous as fait vibrer, on a vu les frissons, tu nous as fait rire. Puis il y a un très joli poème à la fin de ton livre. Et je crois qu'on va le dire, le chanter, l'accompagner. Je ne sais pas trop ce qu'on va en faire. C'est gentil, c'est Marlise qui s'en est emparée voilà. et qui va nous le chanter. Et puis après, eh bien, je te laisserai à tes lecteurs pour quelques dédicaces. Merci beaucoup. En tout cas, merci Carole pour ce moment. On t'adore. Merci, moi aussi. J'adore être ici à chaque fois. Merci mille fois. Merci. Ni sa peau que j'aimais tant, ni la mienne. Parfois je ne désire plus rien, ni m'éveiller, ni m'endormir, ni rêver, ni même écrire. Parfois je ne désire rien, ni les grands arbres du dehors, ni le printemps brusque et coupant. Parfois je ne désire rien, ni l'eau fraîche sur mon visage au matin, ni le parfum du pain, ni le sucré, ni chant, ni cri, ni voix d'amis. Rien, je ne désire rien, pas même la fin de mon poème. Bravo Marlise, bravo Franck, merci mille fois. Merci Marlise. Merci Jean-Michel et merci à vous pour votre accueil. Merci. Oui, bah écoutez, moi j'ai découvert en fait les livres de Carole il n'y a pas très très longtemps et j'ai adoré et c'était une très belle rencontre et elle nous a vraiment embarqués dans son univers. Enfin, voilà. Alors, je connais Carole Martinez donc, depuis longtemps, donc je lis ses livres à chaque fois qu'elle en sort un nouveau. Je suis professeure de français, j'ai fait découvrir à mes élèves qui ont aussi adoré donc, lire ses livres, interpréter ses œuvres. Voilà. Et du coup, c'est devenu une passion commune entre mes élèves et moi. Voilà. C'est très agréable de l'écouter. Elle a un vrai talent de conteuse et c'est toujours un plaisir de la voir voilà, et de la suivre un peu partout, surtout à Quimper d'ailleurs. Rien, je ne désire rien.